Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je suis Sylvie Hussel-Sonnet, je suis directrice marketing, innovation et communication de l'Opco Santé. L'Opco Santé, c'est l'opérateur de compétences du secteur privé de la santé. Et l'un de nos objectifs majeurs, c'est de faire connaître ce secteur, de faire connaître les métiers qui peuvent y être exercés et également de vous faire découvrir et donner envie de choisir l'alternance comme voie d'accès à ce secteur et à ces métiers. Alors, vous êtes très nombreux à être inscrits à ce webinaire et nous vous en remercions. Je ne serai pas seule pendant ce webinaire, donc je suis accompagnée d'Olivier Gauvin, qui est délégué général de l'association WALT. Olivier, je te laisse présenter WALT rapidement. Bonjour, je suis Olivier, je suis le délégué de l'association WAC et merci Sylvie pour l'invitation. L'association fait la promotion de l'alternance et aide tout le monde à trouver son orientation et à trouver tous les acteurs qui peuvent aider à construire son projet d'alternance et notamment d'apprentissage. Donc CFA, école, offre d'emploi et tout ça grâce notamment à une plateforme qui s'appelle walt.community sur laquelle vous pouvez trouver plein de ressources pour pouvoir construire votre projet. Merci Olivier, et je suis également accompagnée de Marie-Hélène Lamy, qui représente le CFA AdaForce. Je vous laisse présenter votre CFA, Marie-Hélène. Bonjour, moi je suis responsable du pôle développement du CFA d'Aforce, qui est un des CFA franciliens qui propose de l'apprentissage pour les métiers du sanitaire, du social et de la petite enfance. Et nous sommes un CFA hors les murs, c'est-à-dire que nous avons un partenariat avec de nombreuses écoles pour différentes formations, en l'occurrence pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour les aides-soignants et les infirmières. Et nous accompagnons à la mise en, enfin, les candidats à rechercher, trouver et s'épanouir dans leur projet d'apprenti. Vous pouvez aller bien sûr sur le site d'Adaforce, sur lequel vous retrouverez beaucoup d'informations concernant le dispositif, ainsi que toutes les écoles avec lesquelles nous sommes partenaires et sur lesquelles, si vous cliquez sur l'école qui vous intéresse, vous envoie directement sur le site de l'école en question. Merci Marie-Hélène. Voilà, donc la mission qu'on s'est fixée aujourd'hui avec Olivier et Marie-Hélène, c'est de vous donner envie de rejoindre le secteur de la santé. Le secteur de la santé, c'est un secteur dans lequel on peut trouver des métiers qui ont du sens, qui donnent du sens à une vie professionnelle. C'est aussi un secteur qui recrute, qui a de très très forts besoins en recrutement. Et puis, c'est un secteur dans lequel, du coup, on peut entrer assez facilement de par ses besoins en recrutement, mais également dans lequel on peut évoluer finalement aussi tout au long de sa carrière, tout au long de son parcours professionnel. On y reviendra tout à l'heure et on verra les passerelles possibles entre les diplômes des deux métiers dont on va parler et d'autres métiers. On va s'intéresser à deux métiers du soin en particulier, mais auparavant, moi, je vous donnerai un peu une image plus large du secteur de la santé, des secteurs, des différents secteurs d'activité qui composent ce secteur de la santé. Et puis, on va surtout vous donner les clés pour comprendre ce qu'est l'alternance, vous expliquer comment ça marche, et puis vous donner toutes les chances de décrocher un contrat en alternance. Voilà. Vous êtes très nombreux à ce webinaire et donc vous avez vu qu'il y a un chat dans lequel vous pouvez poser vos questions. On va faire de notre mieux pour y répondre, mais peut-être que nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions. Et d'ailleurs, on ne répondra pas aux questions qui sont des questions personnelles très très spécifiques. Voilà. On va répondre aux questions plus générales et en tous les cas que vous êtes plusieurs à poser, puisque c'est qu'elles ont sans doute un intérêt pour plusieurs d'entre vous. Voilà, c'est parti. On va commencer avec Olivier. Olivier, pourquoi choisirait-on l'alternance en fait? En fait, comme on l'indique, il y a plusieurs bonnes raisons de choisir l'alternance. Et la première, je pense que c'est pour apprendre un métier, c'est pour développer ses compétences dans un secteur professionnel, avoir cette expérience en entreprise. Donc, c'est vraiment ça. L'alternance, je rappelle, hein, c'est un mix entre des cours dans un CFA, dans une école, et un contrat dans une entreprise où on va avoir une activité, où on va avoir comme un vrai métier. Et donc, c'est vraiment ça le vrai truc de l'alternance, c'est un mix entre j'exerce dans l'entreprise et je conforte ou je développe mes compétences aussi ou mes savoirs avec une école.
et aussi pour obtenir un diplôme. Et un diplôme, quel que soit le diplôme, du CAP au bac+5, aujourd'hui, on voit bien que notamment, c'est dans le supérieur que se développe l'alternance et notamment l'apprentissage. Et c'est le même diplôme. C'est le même diplôme que celui que vous pourriez obtenir par la voie scolaire. Ce n'est pas un sous-diplôme, ce n'est pas un diplôme différent. Donc, en fait, on va juste obtenir le même diplôme avec une autre expérience et c'est celle qu'on va acquérir dans l'entreprise. Point important aussi, c'est aussi pour laquelle souvent on peut aussi choisir l'alternance, c'est qu'en fait, on va être rémunéré pendant cette expérience, pendant ce contrat, parce que c'est d'abord un contrat de travail. On va être rémunéré. Bien évidemment, la rémunération est fonction du diplôme visé, de l'âge que vous avez. Elle va être différente, mais tout du moins, vous avez une rémunération. Et puis les deux autres points, bien sûr, c'est que comme on est en alternance, on est accompagné. Alors l'accompagnement dans l'entreprise, c'est soit le maître d'apprentissage ou être là pour vous aider, vous aiguiller, vous transmettre son savoir aussi, vous aider dans la progression, dans la maîtrise des gestes. Et puis, dans le CFA aussi, ou l'école est aussi là pour vous accompagner quand vous avez une difficulté, quand vous avez des questions d'ordre beaucoup plus scolaire ou même des questions par rapport à votre relation dans l'entreprise. L'école est aussi là pour vous aider. Donc, c'est aussi un des rôles de l'école ou du CFA de pouvoir vous accompagner dans ce projet. Et chose importante, quand on est à la fin de son contrat en alternance, il y a un meilleur taux d'insertion dans l'emploi. Ça, c'est tous les chiffres le prouvent. Il y a un meilleur taux d'insertion dans l'emploi, tout simplement parce que l'année, les 2 ans ou les 3 ans, 4 ans que vous avez pu passer en alternance, eh bien, ce sont de l'expérience professionnelle auquel vous avez pu bénéficier. Et même si vous n'êtes pas gardé dans l'entreprise dans laquelle vous avez fait votre alternance, le taux d'insertion dans l'emploi est quand même beaucoup plus rapide, tout simplement parce que vous avez eu ces années d'expérience professionnelle que vous pouvez valoriser dans la recherche d'emploi future. Et le 6e point qu'on met rarement, c'est que on se rend compte aussi que les jeunes ou les personnes qui ont fait de l'alternance ont à la sortie une meilleure rémunération que ceux qui ont fait ça par la voie scolaire. Proportionnellement, en termes de pourcentage, on a une meilleure rémunération. Donc, c'est 5 bonnes raisons plus une de choisir l'alternance comme voie de formation ou voie de développement de ses compétences pour obtenir un diplôme. Alors, il y a ces 5 raisons et demie, on va dire, puisque tu en as quasiment cité 6 plutôt. Et puis, il y a encore 3 points à ne pas oublier. Oui, il y a 3 points. Aussi, on parle de la rémunération que l'on va obtenir quand on est en alternance, mais il y a aussi un élément important, c'est que quand on est alternant, on ne finance pas sa formation. Elle est déjà prise en charge par l'OPCO ou l'entreprise dans laquelle on va faire sa formation. On ne doit pas vous demander de complément. Voilà. Et puis, les 2 aides, c'est aussi l'aide au premier équipement. Le CFA, parfois, va aussi permettre d'acquérir des fois du matériel informatique ou des éléments pour pouvoir suivre vos formations. Et puis, il y a aussi des aides pour l'hébergement et le transport, et notamment pour l'obtention du permis de conduire, où on peut aussi avoir des aides dans ce cadre-là, en fonction de son âge et du type de contrat que l'on va faire. Donc, tous ces éléments font que aujourd'hui, on voit qu'il y a un maximum de personnes, de plus en plus de personnes qui choisissent l'alternance comme une voie de formation. Merci Olivier. Alors on vient de voir qu'il y avait de très très bonnes raisons de choisir l'alternance. Moi je pense qu'il y a aussi des très très bonnes raisons de choisir le secteur de la santé. Il y en a au moins 4 bonnes raisons. La première, c'est qu'on est dans un secteur où les métiers sont tournés vers l'humain. On ne choisit pas ces métiers-là par hasard. Je crois que je travaille depuis quelques années maintenant à l'Opco Santé. Je n'ai jamais rencontré de professionnel qui soit là complètement par hasard dans les métiers de la santé. Et en plus, la crise sanitaire qu'on vient de traverser a montré à quel point ces métiers sont importants et sont indispensables à la société française, tout simplement. L'autre bonne raison, c'est que qui dit secteur de la santé dit aussi une grande diversité de métiers et de secteurs d'activité. Alors là, on va parler de 2 métiers en particulier, mais je vous présenterai rapidement 2 filières métiers et une filière plus support tout à l'heure. Et vous verrez aussi que le secteur de la santé recouvre différents secteurs d'activité. On va y revenir ensuite. Donc voilà, c'est un secteur dans lequel on peut rentrer et avoir une mobilité importante tout au long de son parcours en allant éventuellement de métier en métier, on y reviendra tout à l'heure, mais également en traversant plusieurs secteurs d'activité.
Troisième point, on est dans un secteur qui recrute et qui recrute beaucoup. Voilà, je pense que vous entendez fréquemment parler des tensions de recrutement dans le secteur de la santé. Et puis l'autre point, c'est que ces métiers ils recrutent partout. Si l'on veut rester dans sa région d'origine, c'est possible. Si on veut aller dans une autre région, c'est aussi possible. Voilà, les métiers de la santé, il y en a partout en France, en zone urbaine, périurbaine, rurale. Donc c'est vraiment aussi un intérêt de choisir ce secteur. Nous, on a mené une étude auprès de nos adhérents du secteur privé de la santé. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette étude, elle a été menée mi-2021 et ils avaient comme projet dans l'année qui suit de recruter 30 000 personnes, dont 7% en alternance. Et je vous ai mis les 4 métiers qui ont été cités les plus fréquemment dans ces projets de recrutement. Les 2 premiers sont ceux qu'on va aborder aujourd'hui, puisque c'est infirmier et aide-soignant. Infirmier à 19% et aide-soignant à 17%. Donc voilà, c'est une démonstration de plus, s'il en fallait une, sur les forts besoins en recrutement qu'il y a dans ce secteur. Et puis, vous le verrez, c'est des secteurs dans lesquels, la mobilité est possible, géographique, mais pas que géographique. On peut aussi évoluer tout au long de son parcours professionnel. Donc voilà, c'est vraiment 4 points importants qui peuvent conforter une envie d'aller dans le secteur de la santé. Je vous propose maintenant, d'autant que j'ai jeté un œil au chat pendant qu'Olivier parlait tout à l'heure et qu'il y a beaucoup de questions sur les sujets de l'âge, donc on va finalement y venir aussi au travers de la description des 2 principaux, des 2 contrats en alternance qui existent. Olivier, peux-tu nous parler de ces 2 contrats ? Oui, alors j'ai fait comme toi en fait, Sylvie. Et notamment par rapport à l'âge. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite d'âge pour le contrat en alternance parce qu'il y a 2 types de contrats. Le premier dont on parle le plus souvent aujourd'hui, c'est le contrat d'apprentissage qui s'adresse à des personnes qui sont jusqu'à 29 ans révolus, sauf en fait pour 2 types de publics prioritaires qui sont, comme vous voyez, ce sont les sportifs de haut niveau ou les travailleurs en situation de handicap, les personnes en situation de handicap où on ne met pas de limite d'âge pour bénéficier d'un contrat d'apprentissage. Donc voilà, le contrat d'apprentissage, c'est pour tous les diplômes, c'est pour toutes les filières et il va s'arrêter majoritairement à 29 ans révolus. Le contrat de professionnalisation, jusqu'à 25 ans, on y accède normalement. Ensuite, il faut être inscrit à Pôle emploi. Ce qui veut dire qu'en fait, quand je dis ça, c'est ouvert à tout le monde. On peut faire un contrat de professionnalisation à n'importe quel âge et on voit que c'est souvent sur des personnes notamment qui ont plus de 30 ans, qui veulent se reconvertir ou qui veulent s'insérer dans un secteur après une vraie première expérience professionnelle, qui vont utiliser le contrat de professionnalisation comme outil, comme moyen pour pouvoir faire de l'alternance, donc financer leurs études et puis aussi avoir une rémunération pendant ce temps, sachant que la rémunération, quand on a plus de 26 ans, elle est égale au minimum au SMIC. Je dis toujours que c'est le minimum. Alors, rien n'empêche une entreprise de rémunérer d'une façon beaucoup plus importante, mais le minimum, après 26 ans, c'est le SMIC ou le minimum de la convention collective, mais là, on jargonne un peu. Donc voilà, donc il n'y a pas de limite d'âge pour faire de l'alternance, c'est juste adapter le contrat en fonction de son âge, parce qu'aujourd'hui, tous les diplômes, toutes les certifications, tous les titres sont ouverts à l'alternance. Alors, les 2 contrats existent, mais quand même, le contrat d'apprentissage aujourd'hui est celui qui est quand même qui a le vent en poupe, en tous les cas, qui est le plus important entre les 2 contrats. Ouais, l'année dernière, en 2021, ça a été 732 000 contrats d'apprentissage. Pour vous donner une idée, 120 000 contrats de professionnalisation en 2021, rentrés en contrat de professionnalisation en 2021, 732 000 en contrat d'apprentissage. Quand je dis 732 000 rentrés en apprentissage, c'est autant dans le secteur privé, associatif que le secteur public. C'est dans tous les secteurs confondus parce qu'on peut faire de l'apprentissage dans tous les secteurs. Et c'est tous les niveaux de diplôme, comme on disait tout à l'heure, et notamment, c'est plutôt les diplômes post-bac, comme on dit, supérieurs au bac, qui se développent le plus rapidement possible, même si on voit que les autres diplômes augmentent également, donc tous les niveaux augmentent, mais même quand même, c'est le supérieur
qui progressent et dans toute taille d'entreprise. L'alternance et notamment l'apprentissage n'est pas dédié qu'aux grandes entreprises. Toutes les entreprises, et notamment dans les TPE, PME, on oublie souvent que dans les petites entreprises, les entreprises de moins de 20 salariés, ce sont elles qui recrutent énormément en apprentissage, ce qui veut dire que vous avez souvent des entreprises à côté de chez vous. Voilà. Et puis, c'est pour tout type de public, même pour les personnes en situation de handicap, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les CFA ont tous un référent handicap qui doit aussi assurer l'intégration des jeunes en situation, des personnes en situation de handicap dans la formation. Donc, voilà. Donc, c'est ouvert à tout le monde, à tout type de public et c'est accessible par tous les moyens, via Parcoursup, même en dehors de Parcoursup. Tout simplement, quand on n'est pas dans Parcoursup, il suffit de se rendre dans un CFA, dans une école, pour avoir les éléments pour pouvoir faire une formation en alternance. Très bien, merci Olivier. Je sais aussi que vous vous êtes penché chez Walt sur les impacts de l'alternance. Quel bienfait ça a pour l'alternant lui-même? Oui, on a lancé un observatoire avec 2 acteurs, la Fondation Adéco et Quintet Conseil. Et l'idée, c'était aussi d'aller interroger plus de 500 alternants ou ex-alternants pour savoir pourquoi en fait ils avaient choisi l'alternance. Et la première réponse, c'est pour les compétences, c'est la professionnalisation, c'est l'acquisition de cette expérience professionnelle. Et ce qui avait été bénéfique pour eux, c'est l'insertion dans l'emploi. C'est le permet de se professionnaliser, le développement de la confiance en soi, de l'autonomie. Tous ces éléments qu'aujourd'hui on appelle les compétences, les soft skills, entre guillemets, que les entreprises vont aussi rechercher après. Quand elles vont recruter. Donc ça représentait 47% de ce qui avait été bénéfique dans l'alternance. Le deuxième formation, on a obtenu un diplôme et on voit aussi que des candidats qui avaient choisi l'alternance, en fait, ont été beaucoup plus loin que ce qu'ils avaient prévu. Parce que je m'explique, par exemple, ils s'étaient dit, en fait, je vais aller jusqu'au bac, ou bac pro. Et bien, en fait, ils sont allés jusqu'à un bac plus 2, jusqu'à un bac plus 3, tout simplement parce qu'ils ont trouvé du sens aussi à la formation qu'ils faisaient, parce qu'ils avaient ce lien avec l'emploi. Et donc, on a aussi, ça permet des fois à des personnes de continuer des études alors qu'ils auraient souhaité peut-être arrêter beaucoup plus tôt. Et puis, le dernier point, mais c'est aussi, comme on le disait tout à l'heure, c'est les avantages financiers. Autant parce que ça nous donne une autonomie financière avec la rémunération qu'on va avoir. Il y a certains qui vont prendre un appartement, qui vont aussi pouvoir acheter une voiture, qui vont pouvoir on a de l'argent, on a une autonomie. Et puis aussi, ça permet de financer la formation. Et c'est aussi un point important parce que pour certains, ils n'auraient pas pu financer cette formation. Et dans d'autres chiffres, on voit bien que plus de 40% ont fait le choix en fait, de faire de l'alternance. Alors qu'ils auraient pu faire la formation par la voie scolaire, c'était un choix. Et surtout, 8 personnes sur 10 conseilleraient l'alternance à quelqu'un d'autre. Et 8 entreprises sur 10 trouvent que l'alternance est intéressante pour elles en termes de gestion de leurs compétences, de recruter de nouveaux collaborateurs. Donc en fait, tous ces points-là font que quand on veut choisir une voie de formation, eh bien l'alternance, même si on défend nous le dispositif, c'est quand même un bon système vu par les apprentis, les alternants et par les entreprises qui recrutent, sachant que les entreprises, pour conforter et finir ce que tu disais Sylvie tout à l'heure, 45% vous disent j'ai du mal à trouver un collaborateur. Ce qui veut dire qu'on est vraiment dans la recherche de nouveaux talents, de nouvelles compétences et donc il y a des besoins en emploi. Très bien, merci Olivier. Donc, je pense qu'on a un petit peu fait le tour désormais des bienfaits de l'alternance. Je vous propose qu'on s'intéresse maintenant à la question du secteur de la santé et des métiers auxquels ce secteur permet d'accéder. Alors, il y a 2 grandes filières plus des fonctions support dans les métiers de la santé. Nous, bien sûr, on va s'intéresser avec les 2 métiers dont on va parler à la filière du soin et paramédical. Filière qui regroupe les 2 métiers infirmiers et aides-soignants, mais on a aussi les métiers de masseur-kinésithérapeute, de psychomotricien, d'agent hydrothermal, et je n'en ai cité que quelques-uns. Dans le secteur de la santé, il y a aussi toute la filière éducative, avec les métiers d'accompagnant éducatif et social, d'éducateur spécialisé, de moniteur éducateur. Là encore, je ne les ai pas tous cités. Et puis, parfois, on l'oublie, on peut aussi rejoindre le secteur de la santé pour une fonction support.
on peut aussi rejoindre le secteur de la santé pour être secrétaire, comptable, responsable ressources humaines ou recrutement, faire de la communication, travailler dans les cuisines ou aux services généraux. Voilà, et ça, c'est souvent des choses qu'on n'a pas en tête forcément. Donc, pensez-y aussi, le secteur de la santé, c'est aussi possible sur ces fonctions support, et du coup, ça représente énormément de métiers différents. Ensuite, ce qui me paraissait important aussi à vous présenter, c'est les grands secteurs d'activité qui composent le secteur de la santé. Le secteur de la santé, c'est le secteur de la santé au sens large. Il y a une définition de l'Organisation mondiale de la santé qui définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc, vous voyez que on est loin de la simple notion médicale quand on dit ça. D'où ces 6 secteurs qui sont couverts. Et du coup, voilà, je trouvais que c'était intéressant aussi de partager avec vous les différentes typologies d'activités que l'on trouve derrière le secteur de la santé. On a le premier secteur que j'ai indiqué, c'est le secteur des personnes âgées. Alors moi, mes adhérents sont des adhérents du secteur privé de la santé, donc des associations et des entreprises. Dans ce secteur privé de la santé, le secteur des personnes âgées, ça représente 22% des emplois. Derrière ce secteur, on va trouver bien évidemment les maisons de retraite, mais également tout ce qui est service d'aide, de soins et d'accompagnement à domicile. Je vous ai mis aussi un certain nombre d'acronymes parce que si vous faites des recherches sur Internet après, vous pourrez toujours reprendre ces acronymes et aller voir les décodages un peu plus précis et ça va vous aider peut-être aussi à trouver des pistes de contrat. Voilà. Le deuxième secteur, c'est le secteur sanitaire et c'est le secteur le plus important. C'est 32% des emplois dans le secteur privé de la santé. C'est assez simple, ce sont majoritairement des hôpitaux et des cliniques. On va trouver aussi les centres de lutte contre le cancer. Et puis, comme dans le secteur des personnes âgées, il y a aussi tout le service de soins infirmiers à domicile. Et notamment, vous savez, quand les personnes se font opérer en ambulatoire, elles reviennent rapidement chez elles et elles ont besoin de ces soins à domicile. Le troisième secteur, c'est le secteur du handicap. Un secteur du handicap, ça va de l'enfant à l'adulte handicapé. Je vous ai cité quelques-uns des établissements que l'on retrouve dans ce secteur. C'est 29% des emplois dans le secteur privé de la santé. On va trouver des instituts médico-éducatifs, des maisons d'accueil spécialisées, des foyers d'accueil médicalisés, des foyers de vie également, des ESAT, des établissements de services aidés par le travail, et puis des services d'accompagnement à la vie sociale. Donc là, vous voyez, dans ce que j'ai cité, il y a des structures qui prennent plutôt en charge des enfants, il y a des structures qui prennent plutôt en charge des adultes, et dans les adultes, il y a le sujet du travail, il y a le sujet de l'insertion sociale, par exemple, et puis il y a le sujet de l'accompagnement médical au sens strict. Le quatrième secteur, c'est le secteur de la protection de l'enfance et des adultes en difficulté, le secteur social au sens large, mais donc avec deux grandes activités, la protection de l'enfance et l'accompagnement des adultes en difficulté. C'est 14% des emplois dans le secteur privé de la santé. Et dans ce secteur, on va retrouver plusieurs types d'établissements, des maisons d'enfants à caractère spécialisé, les MECS, tout aussi ce que sont les services d'action éducative en milieu ouvert, les centres éducatifs. Donc là, on est plutôt sur les sujets de protection de l'enfance. Ensuite, on va trouver des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les CHRS. On est plutôt sur le sujet des adultes en difficulté, l'hébergement d'urgence également. Les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, aussi plutôt adultes, mais ces dernières années aussi beaucoup de mineurs non accompagnés par des adultes. Donc là, c'est un peu plus, c'est adultes et plus jeunes également. Et puis les centres d'accueil pour les usagers de drogue, par exemple. Donc vous voyez, voilà, deux grands champs. Le champ de la protection de l'enfance, qui va plutôt s'intéresser à comment accompagner des enfants qui sont en danger et qui sont en difficulté la plupart du temps dans leur milieu familial, et puis comment accompagner des adultes en difficulté d'insertion, demandeurs d'asile ou avec des problématiques d'addiction. Là encore, ça peut être des raisons assez variées. Voilà pour ce quatrième secteur. Le cinquième et le sixième secteur, ça représente à eux deux peu d'emplois, c'est 2% des emplois dans le secteur privé de la santé, mais c'est des métiers particuliers, c'est des secteurs particuliers, donc je pense que c'est quand même important que vous ayez connaissance de ces deux secteurs. Alors, il y a les centres thermaux.
Les centres thermaux, vous savez, c'est là que vous allez faire vos cures pour les problématiques d'asthme ou de rhumatisme, par exemple. Et très souvent, c'est à proximité de villes dans lesquelles il y a des eaux thermales particulières. Voilà. Et puis les centres de médecine du travail, c'est là que vous allez passer votre visite médicale du travail avant d'aller travailler ou pendant que vous êtes salarié pour vérifier que vous êtes bien apte à prendre votre poste de travail et à tenir votre poste de travail. Voilà, on appelle ça couramment la médecine du travail, tout simplement. Et c'est aussi un secteur dans lequel on va trouver notamment, par exemple, des infirmiers, des médecins aussi. Voilà, je pense vous avoir donné une vision assez large et concrète de ce que l'on pouvait retrouver comme secteur d'activité dans le secteur de la santé au sens large. Je vous cite quelques noms aussi. Je vais plutôt citer des grandes entreprises parce que l'idée c'était que ça vous dise quelque chose. Voilà, que en termes de notoriété, ce soit des enseignes qui vous parlent, mais retenez ce qu'a dit Olivier, hein, il n'y a pas que les grandes entreprises qui recrutent des alternants. Voilà. Je vous cite quelques noms parmi nos adhérents, hein, notamment la Croix-Rouge française, le groupe SOS, l'Association des paralysés de France, l'Institut Gustave Roussy et tous les centres Unicancer de lutte contre le cancer, Corian, Elsan, Ramsey, voilà, des noms que vous avez peut-être déjà entendus. Là encore, c'est intéressant d'aller faire un tour aussi sur leur site parce qu'ils sont à la recherche de profils d'alternants. Ils sont pourvoyeurs de nombreux contrats d'alternance. Voilà, ça me semblait important qu'on fasse ensemble le tour du secteur. Je vais maintenant passer la parole à Marie-Hélène parce que, comme on vous l'a promis, on va s'intéresser à 2 métiers en particulier. Et on va démarrer par le métier d'aide-soignant, Marie-Hélène. Oui, alors, le métier d'aide-soignant ou aide-soignante, c'est un métier qui requiert des compétences et un savoir-faire. Hein. C'est pour ça qu'il y a une formation qui existe, dont je vous parlerai après. J'ai vu pas mal de questions sur comment on accède aux écoles, etc. Donc, je vous ferai un petit topo après. Alors, l'aide-soignante, dans un service, alors quel que soit le service où elle travaille d'ailleurs, hein, elle va travailler en collaboration étroite avec l'infirmière. Les missions de l'aide-soignante, elles sont des missions qui concernent ce qu'on appelle les soins de base. Alors, le mot base n'est pas du tout péjoratif. Hein. Les soins de base, ça concerne tout ce qui va être pour le patient, son confort, sa sécurité. Bien sûr, tout ce qui va concerner ses soins d'hygiène, comment l'aide-soignante, elle va soit faire la toilette du patient ou du résident, soit va l'aider parce qu'il a perdu une partie de son autonomie et qu'il a besoin d'être accompagné pour pouvoir continuer à garder l'autonomie qu'il a, voire recouvrer une autonomie plus importante. Donc, elle va aider sur les soins d'hygiène, bien sûr ce qui concerne l'habillage, le fait de veiller à ce que le patient il n'ait pas froid, il soit habillé correctement, parce que l'aspect aussi est important et l'aide-soignante, elle veille aussi à ce que ces patients ils soient coiffés, ils soient bien habillés, ils aient des chaussons dans leurs pieds. C'est très important pour aussi l'image de la personne malade ou âgée et qu'elle garde une image qui soit une belle image. Et du coup, c'est très important de veiller à tout ça. Elle va aussi veiller à tout ce qui va concerner l'environnement du patient ou du résident, c'est-à-dire son lit, qu'il soit propre et fait, sa table de nuit, elle soit propre, que le patient ait à portée de sa main sa sonnette pour appeler s'il a un problème, sa bouteille d'eau et son verre, son téléphone, ses lunettes, voilà, ses livres s'il en a. En tout cas, tout ce qui va concerner l'environnement du patient. Et puis, bien sûr, elle va aussi prendre en charge et veiller à tout ce qui concerne l'alimentation, surveiller si le patient mange bien ses repas ou pas, l'aider s'il a besoin d'aide en coupant la viande, en ouvrant le yaourt, en mettant à portée de main la petite cuillère qui va bien, en épluchant la banane ou la pomme. Et puis, si le patient ne peut pas s'alimenter tout seul de façon autonome, eh bien, elle va l'aider à prendre ses repas. Ça, c'est aussi important. Elle veillera aussi à l'assistance au déplacement, c'est-à-dire accompagner le patient aux toilettes, à la salle de bain, à se recoucher ou à se relever, s'il ne peut pas le faire tout seul et s'il n'est pas suffisamment sécurisé pour le faire. Et puis, elle a aussi à veiller
à ce qu'on appelle tous les paramètres du patient, c'est-à-dire, enfin tous, une grande partie, comme la température, la tension artérielle, la respiration, la couleur des ongles pour voir si le patient il respire correctement. Et bien sûr, elle référera à l'infirmière de tous ces éléments-là. Elle veillera aussi à ce qu'on appelle le transit du patient, c'est-à-dire est-ce que le patient, eh bien, il fait pipi correctement, est-ce qu'il va à la selle correctement, parce que ça, s'il ne le fait pas, ça peut être très dangereux pour lui. Et du coup, c'est aussi à l'aide-soignante de relayer ces informations auprès de l'infirmière avec laquelle elle travaille, ou de l'infirmier. Et puis, bien sûr, de veiller à sa sécurité, c'est-à-dire un patient qui doit être dans son lit avec des protections, elle va veiller à ce que ces protections soient mises en place, au fauteuil aussi, pour ne pas que le patient risque de tomber et de se faire mal ou encore plus mal de ce qu'il a déjà comme problème de santé. Elle est aussi là pour assister aussi, bien sûr, aux situations d'urgence, hein, quand il y a un patient qui, comme on appelle, décompense, quand il va moins bien, eh bien, elle va être présente. Alors, elle sera en support de l'infirmière, elle sera aussi en renfort du médecin qui intervient pour aider l'ensemble de l'équipe à ce qu'on puisse prendre en charge ce patient dans de bonnes conditions. Et puis aussi, et ça c'est très très important parce on parle souvent des soins dits techniques, mais on parle moins des soins relationnels qui sont aussi des soins techniques. Eh bien, l'aide-soignante, elle veille aussi au confort psychologique du patient. Elle surveille si le patient est plutôt triste et renfermé, s'il est plutôt gai, si elle repère des troubles du comportement qui peuvent être liés à un traitement qui n'est pas forcément adapté ou une réaction du patient qui n'est pas bonne par rapport à ça, qui peut être lié aussi à la déshydratation quand on ne boit pas assez, surtout chez les personnes âgées. Et bien, ces personnes-là, elles peuvent devenir un peu agitées parce qu'elles ne sont pas suffisamment hydratées. Et ça, c'est important. Et puis, tout l'aspect de la relation à la personne et aux patients et aux résidents, elle est importante. D'amener de la bonne humeur auprès des patients dont elle est à la charge, de veiller aussi à ce qu'elle soit dans la communication, les échanges, éventuellement dans certains secteurs, de participer à des activités en EHPAD particulièrement, et ça c'est extrêmement important, et on n'en parle pas souvent, mais c'est très important pour le moral des résidents, et bien de participer par exemple à écouter de la musique, à préparer des crêpes, à éplucher des fruits pour faire de la salade de fruits, ou à faire des travaux d'aiguille ou des dessins. Tout ça, les aides-soignantes, elles peuvent tout à fait participer à ces activités, qui sont des activités qui sont importantes pour le moral des patients ou des résidents. Et on sait à quel point, quand le moral est bon, eh bien, on guérit mieux et plus vite, ou en tout cas, on vit un peu moins mal sa situation de personnes malades ou de personnes âgées. Donc, tout ça est important. Donc, vous voyez, le rôle de l'aide-soignant, c'est un rôle très, très important et très global qui va prendre en charge l'état global du patient. Et bien sûr, il va le faire aussi en collaboration avec l'infirmière, et on verra tout à l'heure quand on parlera du métier infirmier, comment est-ce que ces deux professionnels collaborent. Voilà, je pense que ça vous donne, j'espère, une idée du rôle de l'aide-soignante. Alors, l'aide-soignante, elle fait aussi des transmissions dans les dossiers des patients, hein, sur ce qu'elle a constaté de l'état du patient, sur comment il progresse dans son autonomie, s'il avait perdu de l'autonomie. Eh bien, c'est important aussi que l'aide-soignante ou l'aide-soignant ait un regard d'évaluation sur comment le patient récupère, ou bien comment il ne récupère pas, ou même quelquefois diminue dans son autonomie. Tous ces éléments-là sont importants à ce que l'aide-soignante les transmette, parce qu'elle est aussi l'œil important dans l'équipe, qui sera remonté à l'infirmière bien sûr, mais aussi aux médecins et éventuellement aux rééducateurs qui vont aussi accompagner le patient, et qui sont des éléments importants. Donc, c'est vous dire à quel point le rôle de l'aide-soignant, c'est un rôle important. C'est aussi une vigie, si on peut dire, de l'état du patient. C'est souvent aussi les patients, au moment des toilettes, etc., c'est là où aussi ils vont vous raconter leur vie, et ils vont vous faire part de ce qu'ils ressentent, de ce qui est difficile, de leur état d'âme, de leurs émotions. Et tout ça sont des éléments importants.
il ne faut pas penser que l'aide-soignante, c'est la petite main des autres ou que c'est un métier comme ça. C'est un réel métier qui fait appel à des compétences et un savoir-faire et qui s'apprend à l'école et qui est vraiment très important dans une équipe soignante et très important pour les patients et les résidents. Parce que vraiment, tous les soins sont importants, ceux de l'infirmière aussi. Mais quand on est bien installé dans son fauteuil, qu'on a à portée de la main tout ce qu'on a besoin pour être confortable, qu'on est propre, qu'on est bien coiffé et qu'on a en face de soi une personne qui vous aide avec le sourire et la gentillesse, eh bien, il ne faut pas négliger que c'est aussi important que tous les autres types de traitements qu'on pourra mettre en place pour les patients ou les résidents. Donc, vraiment, c'est important. Ok, je pense qu'on a fait un tour bien complet, Marie-Hélène, de ce métier. Je vous propose qu'on aille sur le sujet de la formation. Comment ça se passe pour devenir aide-soignante ? La formation aide-soignante, c'est une sélection. Hein. J'ai vu tout à l'heure passer des choses. Il n'y a plus de concours ni pour les aides-soignants ni pour les infirmiers, d'accord ? C'est une sélection. Donc, la première chose, alors c'est une formation qu'on peut faire en formation initiale sur 1 an. En apprentissage, en tout cas dans notre CFA, on la propose en 18 mois, ce qui permet d'avoir plus de temps d'immersion sur le terrain employeur et du coup de pouvoir maturer professionnellement et de s'aguerrir aussi au contexte professionnel en ayant un peu plus de temps. Voilà. Donc, c'est une formation où on va alterner en effet des périodes de cours à l'école, où on va travailler en effet sur ce qui va concerner l'hygiène, l'alimentation, les paramètres vitaux, etc. Et puis sur le terrain, il y a des stages qui sont sur le terrain de l'employeur pour les apprentis et qui peuvent être aussi sur d'autres terrains quand on doit valider certaines compétences. Par exemple, vous êtes apprenti au sein d'un EHPAD et vous devez valider des compétences auprès des enfants ou des mamans qui vont accoucher. Et dans ces cas-là, vous allez aller faire un stage en maternité ou en pédiatrie. Donc tout ça, ce parcours-là, il est organisé par le coordinateur de stage et le référent de votre institut de formation pour que vous ayez un champ d'expérience qui soit le plus large possible en fonction de là où vous en êtes et du terrain apprentissage dans lequel vous êtes, selon que vous êtes chez les enfants, chez les adultes, auprès des personnes âgées. Voilà. Donc, pour accéder à cette formation, la première des choses, c'est de prendre contact avec l'institut de formation qu'on appelle l'IFAS, Institut de formation d'aide-soignants, pour pouvoir avoir un dossier d'inscription, vous inscrire et connaître les modalités d'inscription. Alors, j'ai vu dans les questions qu'il y avait des gens en région. Je vous invite à vous rapprocher dans vos régions de vos CFA ou de vos instituts de formation. Parce que, en tout cas pour notre CFA, et je pense que c'est pareil pour la plupart, pour que vous puissiez être inscrit dans un CFA, il faut déjà que vous ayez une validation de sélection dans l'école partenaire du CFA en question, ce qui permet après qu'on puisse vous accompagner à votre recherche d'employeur. Donc, il y a des dossiers d'inscription à remplir. Quelquefois, il peut y avoir des entretiens pour que les gens de l'école fassent connaissance avec vous, et ce qui vous permet de pouvoir commencer votre formation. Ensuite, pour ce qui concerne l'apprentissage, à partir du moment où vous êtes sélectionné par l'école, eh bien, vous allez, on aura, nous, les listes des candidats qui sont sélectionnés. On va prendre contact avec vous pour vous accompagner et mettre en place un parcours d'accompagnement à la recherche de votre employeur. Parce que ce n'est pas… Nous, on a bien sûr des employeurs qui sont en recherche et dans ces cas-là, on va les mettre en relation, on va vous mettre en relation avec eux. Mais avant tout, on a besoin aussi de vous accompagner pour la rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation, pour vous accompagner aussi à préparer les entretiens avec les employeurs quand vous en aurez. Et puis aussi pour vous accompagner à entrer, on le fait en collaboration aussi avec les écoles, mais à entrer dans le monde de l'entreprise assez particulière qui est celle de la santé et vous aider au niveau des postures attendues
en tant qu'apprenti, qu'est-ce qu'on attend de vous. Alors, on n'attend pas de vous que vous sachiez tout faire parce que vous démarrez une formation, vous apprenez un métier, mais ce qu'on va attendre de vous, c'est en termes de posture, d'être acteur de votre formation, d'être impliqué, d'avoir une curiosité intellectuelle à découvrir le contexte, etc. Et puis, à vous impliquer auprès des patients et des résidents. On vous expliquera aussi comment se comporter face aux patients, aux résidents, aux familles, à votre hiérarchique, comment on fait, les relations qu'il existe en effet entre le cadre ou la surveillante ou la responsable du service et puis l'infirmière et l'aide-soignante, enfin des petits trucs comme ça, comme on dit, qui vous permettent d'être plus à l'aise quand vous arrivez dans l'entreprise. Et bien sûr, comme le disait tout à l'heure Olivier, le fait que vous soyez en entreprise, ça va vous permettre de vous aguerrir à tout ce qu'on attend de vous en termes de posture, de savoir professionnel, de culture métier et bien sûr de tous les soins que vous allez apprendre à l'école et que vous allez transposer. En tout cas, vous allez utiliser le savoir de l'école pour pouvoir le mettre en œuvre auprès des patients, au lit du patient, quand vous allez être en situation. Et vous serez bien sûr accompagné en tant qu'apprenti par des professionnels. Alors en effet, un maître d'apprentissage et des tuteurs qui vont vous accompagner et vous aider à acquérir les compétences et les postures attendues pour que les soins soient de qualité. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que on est avec un diplôme de niveau 3, CAP, quand on est aide-soignant, mais finalement, ça peut aussi être une première marche pour d'autres évolutions, Marie-Hélène. Alors absolument, il y a des filières possibles si vous voulez ensuite aller travailler auprès des enfants et passer un diplôme d'auxiliaire de puériculture, mais vous aurez à revalider quelques modules qui vous permettent d'avoir ce diplôme. Et ensuite, en effet, après un certain temps d'expérience, vous pouvez aussi accéder à la formation infirmière pour pouvoir, si vous le souhaitez, devenir infirmière. Il y a pas mal de parcours de jeunes étudiants qui ont commencé par la formation aide-soignante et qui ensuite ont continué vers la formation infirmière. Ben, je vous propose qu'on passe au métier d'infirmière. Alors, vous aurez noté que nous disons souvent aide-soignante ou infirmière. On ne devrait pas. Hein. Non, Moi, non, j'ai essayé de tout mettre en neutre, on va dire. Hein. Aide-soignant et infirmier. Évidemment, ce sont des métiers très, très féminisés, mais tous les candidats sont les bienvenus. Voilà. Oui, et on a besoin de en effet, de tous les candidats parce que voilà, il y a aussi la richesse de la diversité. Vous parliez tout à l'heure de personnes en situation de handicap, absolument, et des garçons et des filles. Alors moi qui suis une vieille professionnelle, c'est vrai que à l'époque où j'ai été élève infirmière au siècle dernier, il y avait plus de filles que de garçons et du coup on s'est approprié, c'est pas bien, mais on s'est approprié, voilà, en disant infirmière et aide-soignante, mais bien sûr, les garçons sont les bienvenus et sont souvent des collaborateurs et des collègues qui sont aussi très importants dans les équipes et auprès des soignants et des résidents aussi. Alors pour le coup, si j'ai bien compris, c'est votre formation d'origine, infirmière, Marie-Hélène. Est-ce que on y va? Vous nous parlez de ce métier? Écoutez, oui, j'ai même commencé par la formation aide-soignante. D'accord. Voilà. Alors l'infirmière, elle travaille en collaboration étroite avec l'aide-soignante et dans la formation infirmière, dans le rôle de l'infirmière, il y a ce qu'on appelle le rôle propre et le rôle sur prescription. Et le rôle propre de l'infirmière, c'est une grande partie du rôle de l'aide-soignante. D'accord ? Donc, elles ont des missions qui sont semblables quant à l'hygiène du patient, son alimentation, etc. Mais bien sûr, c'est plutôt dévolu à l'aide-soignante parce que c'est sa spécificité. Et l'infirmière, elle va être plus fréquemment sur des soins sur prescription, c'est-à-dire tout ce qui va concerner des pansements complexes, des perfusions, des poses de sonde urinaire, tous les soins assez complexes et assez techniques dont a besoin le patient. Donc, elle assure en effet, en collaboration avec l'infirmière, avec l'aide-soignante, tous les soins médicaux, qu'ils soient des soins, comme j'ai dit tout à l'heure, de base, ou des soins plus techniques, comme l'administration des médicaments aussi. Elle met en place les protocoles qui sont en place et tous les soins beaucoup plus complexes. Alors, selon les spécialités et les pathologies des patients, eh bien,
les infirmières qui travaillent en chirurgie, eh ben, elles auront sûrement plus de pansements à faire. Les infirmières qui travaillent en médecine, elles sont sur des surveillances de prise de traitement, sur des chimiothérapies. Quand les patients ont besoin de chimiothérapie en cancérologie, mais pas seulement, sur tout ce qui va concerner la gestion du diabète pour les patients diabétiques et le traitement qui va avec s'il y a de l'insuline, tous les soins très techniques. Elle va bien sûr les mettre en place. Et puis bien sûr, elle fait aussi, elle a aussi des soins relationnels avec éventuellement des entretiens infirmiers auprès des patients pour soit évaluer l'état psychique du patient, soit pour l'informer sur son traitement, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, où elle va aussi aider le patient et l'accompagner, l'informer afin qu'il soit aussi très acteur de sa prise en charge, de son traitement, de l'évolution de sa pathologie, etc. Donc tout ça est très important. Aujourd'hui, à mon époque, les patients étaient un peu, on les informait pas aussi bien qu'aujourd'hui. Fort heureusement, depuis longtemps, on a compris que c'était important que le patient il soit aussi un collaborateur et co-acteur de ce qui lui arrive et qu'on l'informe autant que faire se peut. Alors, en maintenant bien ce qui est du rôle du médecin et ce qui est du rôle de l'infirmière, mais en tout cas sur les éléments de sa vie quotidienne qui vont lui permettre d'être aussi lui acteur et où il va pouvoir mieux maîtriser sa maladie, mieux maîtriser sa prise de médicaments, par exemple, mieux maîtriser la capacité qu'il a à se déplacer ou non, avec des gestes sécuritaires pour pas qu'il se mette en danger, etc., etc. Et l'infirmière, elle assure aussi, bien sûr, tout ce qui va concerner la gestion des stocks de médicaments, les transmissions, on l'a vu aussi, et tout ce qui va concerner aussi la gestion des risques et la démarche qualité, c'est-à-dire tous les éléments qui font que le patient est soigné avec des soins de qualité dans des conditions de sécurité optimum. Très bien. Et alors du coup, quid de la formation pour devenir infirmier? Alors, pour rentrer dans un IFSI, Institut de formation en soins infirmiers, il faut avoir un bac. Et là aussi, il n'y a plus de. Alors, souvent, on entre par Parcoursup, mais pour les personnes qui ne sont plus éligibles à Parcoursup, il y a d'autres moyens de pouvoir intégrer. En tout cas, il faut avoir un bac. Et puis ensuite, c'est une formation sur 3 ans qui va alterner, comme pour les aides-soignants, des périodes de cours en IFSI où on va travailler sur, bien sûr, l'anatomie, les pathologies, la pharmacologie et tout ce qui est périphérique et qui concerne la bonne prise en charge des patients. Et puis aussi des stages dans différentes spécialités. Et là aussi, quand on est apprenti, il y a des stages qu'on fait chez son employeur et il y a des stages qu'on peut aller valider dans d'autres établissements que celui de l'employeur. Ce qui permet aussi d'aller se confronter, on va dire, à d'autres organisations, d'autres publics à prendre en charge, etc. On peut commencer l'apprentissage dès la première année pour les candidats qui auraient déjà un diplôme d'aide-soignant. Il y a aussi dans certains CFA la possibilité de commencer dès la première année. Dans le CFA dans lequel je travaille, l'apprentissage, si on n'a pas le diplôme d'aide-soignant au préalable, peut commencer à partir de la 2e année. Donc, soit à partir de la 2e année pour 2 ans, soit à partir de la 3e année pour 1 an. Et bien sûr, à partir de là, est prise en charge par l'employeur. Ok. Donc là encore, c'est un diplôme qui permet aussi d'aller plus loin ensuite. C'est un diplôme qui permet d'évoluer. Ça peut déboucher après quelques années d'expérience sur la formation, le diplôme d'IA, l'infirmière anesthésiste qui va travailler beaucoup en bloc opératoire ou dans les SMUR en collaboration avec les médecins anesthésistes ou les médecins urgentistes et qui va être plus spécialisé dans l'anesthésie et la réanimation. Et puis, avec de l'expérience aussi, un diplôme que
bien sûr, tout ce qui est aussi le diplôme d'État de puéricultrice. Là où c'est pas auxiliaire de puéricultrice, c'est puéricultrice. Ce sont des infirmières qu'on va rencontrer dans des services de pédiatrie, dans des services de néonatologie, qui peuvent travailler en crèche aussi et qui peuvent accéder après à des directions de crèches, des crèches où les enfants ils sont pendant que leurs parents travaillent. L'IBOD, c'est l'infirmière de bloc opératoire. Alors, cette infirmière de bloc opératoire, elle assiste le chirurgien, elle gère aussi le matériel, elle gère sa salle et elle assiste le chirurgien. Et puis, deux autres possibilités, enfin il y en a plein d'autres, mais deux autres encore, où on peut aussi ensuite faire un diplôme de pratique avancée. Les pratiques avancées, c'est un diplôme assez récent qui permet aux infirmières de développer des compétences un peu plus importantes et d'avoir des compétences qui sont des compétences pas médicales, mais en tout cas où elle va travailler très en collaboration avec les médecins et pouvoir les assister sur certains aspects de leur profession qu'elles peuvent gérer. Ça permet aussi qu'elles puissent accompagner les médecins de façon plus aisée. Et puis aussi, un autre diplôme qu'on peut préparer en 1 an, qui est le diplôme de cadre de santé, où là, ça va permettre à l'infirmière qui devient cadre de pouvoir gérer un service ou un pôle d'un établissement de façon organisationnelle. Elle va gérer les plannings, elle va gérer l'organisation des soins, elle va gérer aussi l'organisation de tout le matériel dont tu as besoin, qui doit être dans le service, la gestion aussi et la relation, bien sûr les infirmières et les aides-soignantes le font, mais aussi les cadres de santé avec les familles et aussi tout ce qui va concerner les recrutements des personnels, et puis elle est en lien très, très rapproché avec les directions d'établissement. Très bien. Et je vous ai parlé tout à l'heure des services de santé au travail, de la médecine du travail. C'est aussi des formations, c'est un des domaines spécifiques dans lequel on peut se former une fois qu'on est infirmier ou infirmière. Absolument. Et après, on peut travailler à l'hôpital, à la clinique, à l'éducation nationale, en médecine du travail, en libéral, en prison quelquefois aussi. Hein. Il y a des services hospitaliers qui accompagnent les personnes en détention. Il y a plein de possibilités, en effet, de pouvoir changer d'établissement, mais aussi pouvoir changer de public dont on s'occupe, entre les petits-enfants, les moyens, les adultes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, comme vous l'avez dit, et plein d'autres. Ok. Alors du coup, on a fait le tour de ces deux métiers. On a, je pense, donné aussi un panorama finalement assez large du secteur de la santé, des évolutions possibles à partir de ces deux métiers. Marie-Hélène, la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est quoi le rôle du CFA? Et puis, bon, un planning, vous avez un peu déjà dit tout à l'heure, hein, comment ça s'organisait, une formation en apprentissage. Mais du coup, quels conseils on peut donner et comment ça se passe pour les personnes qui sont autour de ce webinaire et qui souhaitent décrocher un contrat en alternance? J'ai vu pas mal de questions aussi sur est-ce qu'on est dans les temps là? Est-ce que c'est le bon moment? Voilà, autant vous dire qu'on a mis en place ce webinaire maintenant parce qu'on pense que vous êtes dans les temps, effectivement. Là, on est en train, c'est vraiment pour préparer les rentrées de septembre, hein, très clairement. Donc oui, on est dans les temps. Donc voilà, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment on s'y prend concrètement. Alors, la première chose que je vous dirais, c'est de prendre contact avec le centre de formation qui vous intéresse pour avoir tous les éléments, en effet, parce que là, en effet, on est dans les temps, mais il ne faut pas traîner, tous les éléments qui concernent les dates de sélection, les dossiers à remplir, les prérequis, s'il y en a, en tout cas, de prendre contact avec le centre de formation qui vous intéresse, qui est près de chez vous. Alors, comment le trouver sur Internet, hein, si vous tapez centre de formation IFSI, IFAS, vous allez avoir, avec la région, vous allez avoir toute une liste d'établissements. Ils ont des sites Internet qui aussi expliquent la façon de faire, donc regardez bien sur les sites Internet.
Et puis, prenez contact avec eux parce qu'eux, ils vont vous expliquer comment ça se passe pour la sélection, vous envoyer un dossier d'inscription et vous donner un peu tous les éléments qui sont liés à la sélection et à la formation. Il y a très souvent aussi des journées portes ouvertes, donc n'hésitez pas à vous inscrire oui. aussi. Les journées portes ouvertes, il peut y avoir des salons aussi, les sites internet aussi qui sont assez bien faits et qui permettent d'avoir des informations. N'hésitez pas. Et puis bien sûr, dans chaque région, il y a des CFA. Donc rapprochez-vous aussi des CFA de vos régions parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui habitent pas forcément qu'en Île-de-France. Parce que le CFA, entre autres, il a aussi pour mission de vous informer et de vous orienter vers les écoles avec lesquelles ils sont partenaires et les écoles qui peuvent vous intéresser. Donc ça, c'est la première chose à faire et j'ai envie de dire sans trop traîner parce que le temps de compléter vos dossiers, etc., que vous ayez bien le temps de pouvoir avoir une vision bien globale de cette aventure. Et puis, quand vous êtes sélectionné dans l'école, et bien évidemment, on prend contact. Alors, vous allez soit sur des formations aides-soignantes qui sont des formations dédiées. Toute la promotion est en apprenti, va être apprentie. Donc, on a la liste. Soit pour la formation infirmière ou pour d'autres formations aides-soignantes ou dans la même promotion, on peut avoir des apprentis et des non-apprentis. Eh bien, prendre contact, déjà informer votre référent pédagogique de votre souhait de trouver un contrat et prendre contact rapidement, même avant, avec le CFA de la région en question, pour que le CFA puisse bien évidemment vous expliquer comment ça va fonctionner et puis que vous fassiez aussi votre inscription au CFA. Parce que l'inscription à l'école n'est pas liée à l'inscription au CFA. Alors, le CFA, qu'est-ce qu'il va faire à partir de ce moment-là? Il va en effet organiser excusez-moi, c'est la vieillesse, des informations collectives où, bien sûr, on va vous réexpliquer ce que vous avez un peu entendu sur c'est quoi un statut d'apprenti, qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'apprentissage, quelles sont mes obligations, quels sont mes droits, etc. Et aussi vous expliquer, eh bien, comment on va vous accompagner à pouvoir trouver votre contrat. À partir de ce moment-là, vous allez être accompagné par un référent du CFA qui va vous accompagner à la rédaction de votre lettre de motivation, votre CV, à votre choix aussi de quel type d'établissement vous souhaitez, dans lequel vous souhaitez travailler. Est-ce que vous êtes plutôt attiré par les personnes âgées, par les patients qui sont hospitalisés à l'hôpital ou par d'autres, afin de pouvoir vous orienter et de pouvoir vous donner des compléments d'information sur comment on s'y prend. Et puis, vous expliquer aussi comment, en effet, à qui, comment j'envoie ma candidature, comment je m'y prends. Ça, on vous accompagne aussi. Et nous, du coup, on va aussi avoir vos CV, vos lettres de motivation et on va pouvoir les transmettre aux employeurs qui aussi sont en recherche d'apprentis. Alors, en tenant compte, bien sûr, de votre lieu d'habitation pour ne pas vous envoyer vers un employeur qui se trouve à l'autre bout de l'Île-de-France ou à l'autre bout de l'Île-de-France. Excusez-moi, décidément, je commence à fatiguer, vous voyez. Comme quoi, il faut bien s'occuper des gens un peu âgés parce que sinon, ils partent vite en cacahuète. Voilà. Et donc, on vous accompagne jusqu'à ce que vous ayez trouvé votre contrat. Une fois que vous avez trouvé votre contrat, eh bien, vous pouvez avoir commencé déjà votre formation et continuer à chercher votre employeur, parce que vous avez de 3 mois avant à 3 mois après la date de rentrée scolaire pour trouver votre employeur. Donc, ça fait à peu près 6 mois. Et ça vous permet de pouvoir avoir du temps pour prospecter. Et nous, on vous accompagne aussi dans cette démarche. Et puis, une fois que vous avez trouvé votre employeur, eh bien, on continue à vous accompagner à distance. Quand vous avez une question sur votre contrat, sur vos congés, sur des questions techniques, ou bien quand vous rencontrez une difficulté, alors bien sûr en collaboration avec l'école et le référent pédagogique de votre école, mais on est là pour vous accompagner sur tous les aspects qui touchent à votre statut d'apprenti et au dispositif de l'apprentissage. On est aussi en lien avec votre maître d'apprentissage. Voilà, enfin, l'idée, c'est que
vous soyez accompagné autant pédagogiquement par votre école que sur le plan de votre contrat d'apprentissage par le CFA. Bien, merci Marie-Hélène pour tous ces éléments. Quelques compléments peut-être, Olivier, et notamment, toi, tu as fait une petite liste de sites utiles, on va dire ça comme ça, pour aller plus loin. J'ai vu quelques questions sur les DOM. Si tu peux du coup redonner aussi le site internet spécifique, expliquer comment ça peut se passer. Il y a des sujets, il y a eu des questions sur le handicap aussi. Voilà. Est-ce que tu peux du coup donner quelques conseils complémentaires autour de ces 2 dernières slides avec les pistes que tu proposes pour trouver des infos et aboutir? En fait, comme disait Marie-Hélène et comme on dit depuis le début, c'est un contrat de travail, d'avoir le contrat d'alternance, contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Donc, il faut avoir une posture, il faut se mettre dans l'état d'esprit que l'on va avoir, qu'on va rechercher un emploi. C'est pour ça qu'on voit tous les bénéfices du contrat d'alternance, mais des fois, j'ai tendance à dire que c'est pas fait pour tout le monde au départ. Il y a aussi la voie scolaire, on peut pas opposer les deux types de diplômes, il n'y en a pas un qui est mieux l'un que l'autre. L'idée, c'est de dire que en fonction de sa maturité, de son envie, de son besoin, on va choisir un contrat d'alternance ou pas. Et surtout, quand on est en contrat d'alternance, ne pas oublier qu'on est en emploi et en études. Donc, de fois, ça va avoir une charge de travail qui va être un peu plus compliquée parce que quand vous êtes en emploi, des fois, on va vous demander aussi de faire des choses pour votre formation. Et quand vous êtes en formation, des fois, vous êtes un peu aussi en emploi. Donc, il faut vraiment se dire que quand on fait de l'alternance, il faut être prêt à le faire et que ça, des fois, la charge de travail ou cette gestion entre emploi et études va être aussi un enjeu en termes de gestion. Et donc, comme on est en recherche d'emploi, j'ai essayé de vous mettre quelques job boards qui vous permettent de retrouver des entreprises qui recrutent. Quand on dit aujourd'hui que 732 000 contrats, notamment en apprentissage, il y a encore des besoins en contrat d'apprentissage, il y a encore des entreprises qui veulent recruter. Donc, ne pas oublier que des fois, elle est à côté de chez vous. On le disait tout à l'heure avec Sylvie, les TPE, PME, les petites structures recrutent aussi des contrats de professionnalisation, des contrats d'apprentissage. Donc, on vous a listé quelques sites et sur le slide d'après, on voit aussi que ne pas oublier les sites basiquement comme Pôle emploi qui donnent aussi des offres d'emploi en alternance. Et puis, les réseaux sociaux, les sites généralistes comme LinkedIn, Region Job, et notamment sur LinkedIn, vous avez souvent des hashtags qui apparaissent du style hashtag apprentissage ou hashtag alternance. Et donc, vous allez retrouver plein d'informations, que ce soit les salons de l'emploi, les salons d'orientation, les journées portes ouvertes. Tout ça, souvent, sont tagués sur ces réseaux. Donc, vous allez avoir la possibilité d'y aller. Et comme le précisait Marie-Hélène, quand vous allez aller dans une école ou un CFA, vous avez tous les conseils, tout ce que fait aujourd'hui Marie-Hélène, tous les CFA doivent le faire. Et donc, leur poser des questions sur comment vous êtes accompagné, qu'est-ce qu'on met en place pour vous pour la technique de recherche d'emploi. Tout ça, c'est toutes ces questions qu'il faut commencer à poser. Quel est le rythme aussi de la formation parce que c'est peut-être des questions que va aussi vous poser votre employeur après. Donc, il faut que vous ayez tout ça pour pouvoir répondre aux questions de votre employeur parce que des fois, vous êtes le premier peut-être qui va vendre le type de contrat parce que peut-être que l'entreprise ou la structure n'avait pas pensé à un contrat d'alternance au départ et donc ne pas sous-estimer la connaissance du dispositif, comme l'a dit Marie-Hélène, pour pouvoir le proposer. Par rapport au département d'outre-mer, il se peut, mais comme dans d'autres régions, qu'il n'y ait pas d'offre de formation ou peu d'offres de formation et que de fait, vous soyez obligé éventuellement quand vous êtes dans un DOM, de partir, de venir en métropole. Il y a un dispositif, il y a une structure qui peut vous y accompagner qui s'appelle l'ADOM, L-A-D-O-M. Vous allez sur Internet, vous faites l'ADOM, vous verrez bien, vous trouverez facilement, qui est là aussi pour vous aider à faire cette mobilité entre les départements, les régions d'outre-mer et la métropole et à prendre en charge les déplacements et vous aider dans l'hébergement. Donc voilà, puis il y a des sites aussi qui sont spécialisés par rapport au handicap. Vous allez retrouver des offres d'emploi en handicap. Et on le disait au départ, tous les CFA aujourd'hui ont des référents handicap.
ils ont dans les critères qualité qui s'imposent à eux, parce que les CFA ou les écoles ont des critères qualité, un dispositif qui s'appelle Calliope, qui impose des règles ou des obligations au CFA. Et donc, ils ont dans leurs obligations, dans leurs critères qualité, l'enjeu de pouvoir intégrer tous les publics, et notamment les publics en situation de handicap. Vous n'êtes pas obligé de le dire, mais si vous le dites. Et sachez aussi que, par exemple, un CFA qui va recruter, qui va avoir une personne qui va se déclarer en situation de handicap avec, bien sûr, la fameuse RQTH, eh bien, des fois, le financement est majoré pour qu'il puisse prendre en charge aussi l'intégration de votre handicap dans sa structure. Et il y a Marie-Hélène qui veut… Si je peux me permettre aussi, Olivier, 2 secondes. En effet, c'est pas toujours facile de déclarer son handicap. Néanmoins, de pouvoir en parler avec le référent handicap du CFA, ça permet aussi d'évaluer les types d'employeurs dans lesquels les personnes seront plus confortables, et aussi de pouvoir évaluer les aménagements tant en matériel qu'en alternance de formation, enfin qu'en périodicité de formation et comme accompagnement qu'on pourra proposer à la personne pour que justement elle puisse accéder à sa formation et la suivre dans les meilleures conditions. Donc c'est vrai que l'idée, c'est de pouvoir, avec le candidat, évaluer le type d'éléments dont on a besoin de mettre en place pour pouvoir l'aider selon un petit peu les difficultés rencontrées face à la situation. Donc voilà, l'idée c'est vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes dans une position de salarié, c'est aussi ça qu'il faut vous prendre en considération. Donc voilà, il y a plein d'avantages, il y a contraintes, voilà, l'alternance emploi-études. Néanmoins, l'alternance est un vrai bon système, un vrai bon moyen de formation pour acquérir des compétences qui seront bénéfiques après dans votre poursuite de carrière. Merci Olivier et Marie-Hélène de m'avoir accompagné dans ce webinaire. Au nom de LocoSanté, je vous remercie de votre participation et de votre écoute, à vous tous qui êtes derrière ce webinaire. Quelques informations complémentaires très rapidement. À partir de demain, vous pourrez trouver le replay et la présentation là qu'on a utilisée pour animer ce webinaire en ligne sur le site LocoSanté. Et puis, sachez aussi qu'on va mettre en ligne une vidéo avec un apprenti, infirmier et son maître d'apprentissage. Donc, je pense que c'est intéressant aussi de voir concrètement voilà, à quoi ils sont confrontés et comment ils vivent ça tous les deux. Voilà, je vous laisse du coup découvrir ces éléments complémentaires dans les jours qui viennent. Merci encore et puis bonne fin de journée à tous. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir. Au revoir.